Mr. Carl Lemley feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. We are about to unfold the story of Frankenstein, a man of science. Ces dernières années, le genre de l'horreur a envahi les salles de cinéma, au point qu'aujourd'hui, ce genre qui a ciblé pendant longtemps un public bien précis, touche désormais à peu près tout le monde. À l'occasion de la fête d'Halloween, intéressons-nous au commencement de ce genre aujourd'hui mythique, porté par les caméras d'Universal. Une manière de se plonger dans l'univers de ces films qui nous ont terrifiés pour la première fois. À la veille de Noël 1896, au 8 boulevard des Italiens à Paris, était dévoilé ce qui sera considéré plus tard comme le premier film d'horreur de tous les temps. Le Manoir du Diable de Georges Méliès n'avait pas l'ambition d'effrayer son public, mais plus de l'amuser. Un petit film d'un peu plus de 3 minutes, et Méliès avait créé le genre de l'horreur. Toutefois, pour visionner le premier film ayant pour but d'effrayer son public et non de le faire rire, il faudra attendre 1922 et voir l'apparition de l'excellent Nosferatu du réalisateur allemand Friedrich Murnau. Avec Nosferatu, le metteur en scène nous livre la première adaptation libre du roman Dracula de Bram Stoker. Une adaptation non mentionnée au générique pour des raisons de droit d'auteur. Le comte Dracula devient donc l'effrayant Nosferatu. Dans l'intrigue, le jeune Hutter tombe par malchance sur le manoir qu'il pense d'abord être celui du comte Orlok, avant de se rendre compte qu'il est en fait habité par un vampire, Nosferatu. Bien qu'il soit le méchant du film, Nosferatu en est le personnage clé. Le maître d'un univers dominé par la mort. Un personnage qui, malgré son aspect de monstre, attire la pitié voire la compassion du spectateur. Le vampire, le méchant du film, le monstre, devient aux caméras de Murnau la véritable victime du film, nous montrant un homme hanté par sa malédiction, cherchant par tous les moyens de se nourrir de sang humain pour survivre. Tant par ses plans d'une beauté et d'un esthétisme rarement égalés, que par sa bande-son à glacer le sang, ou bien encore par son thème horrifique, Nosferatu est un film culte, une pierre angulaire du 7e art, encore étudié en école de cinéma 100 ans après sa sortie. Encore aujourd'hui, il conserve un aspect glauque pour le moins terrifiant. Après l'Allemagne et le succès de Nosferatu, une autre nation amatrice de cinéma allait s'intéresser à ce genre nouveau qu'est le cinéma d'horreur. Au début des années 30, les spectateurs assistent bouche bée à la naissance du cinéma parlant. Et c'est dans ce contexte que Todd Browning imagine l'adaptation d'une pièce de théâtre d'Hamilton Dean et de John Balderston, elle-même adaptée d'un roman de Bram Stoker dont on a déjà parlé, Dracula. Mais revenons à Todd Browning. Il l'a bien compris, s'il veut que son film soit un succès, tout se joue sur le casting du comte Dracula. Qui pourrait interpréter le premier monstre du cinéma américain ? Dans un premier temps, Browning pense à Lon Chaney pour son incarnation terrifiante du bossu de Notre-Dame ou du fantôme de l'opéra, respectivement de 1923 et 1925. On évoque également Paul Muni qui semble assez convaincant dans le rôle, mais Browning ne veut rien savoir. Conrad Veidt est également contacté pour le rôle, remarqué pour sa prestation dans L'homme qui riait. Une prestation qui jeta les cartes d'un siècle d'acteurs jouant un clown à la manière de Veidt. Heath Ledger avait même avoué s'en être inspiré pour le second Batman de Nolan. Mais celui qui sera sélectionné est un petit acteur de théâtre hongrois, habitué de la pièce. Béla Lugosi. Ce choix est crucial et pour ainsi dire sauve le film. Si le scénario et la réalisation est inégal, dû à l'adaptation théâtrale qui ne laisse pas beaucoup de manœuvre au film, le spectateur est en réalité choqué par la prestation de Lugosi, ainsi que par des décors variés et bien maîtrisés, et des effets spéciaux à la pointe de la technologie pour l'époque. En bref, le film aurait pu être un échec, mais c'est tout l'inverse. C'est un triomphe et pour Todd Browning et pour le studio qui produit le film, la Universal Pictures. Après ce succès inattendu, Universal a pour projet de continuer sur sa lancée de monstres terrifiants, avec un tout nouveau projet, toujours avec Béla Lugosi dans le rôle principal, mais avec un Todd Browning exclu, considéré comme le point faible du film précédent. Chez Universal, on envisage plutôt James Whale, un jeune réalisateur prometteur, ayant participé au tournage de Hells Angels de Howard Hughes, bien qu'il ne soit pas crédité au générique. James Whale reprend le même schéma créatif que son confrère, soit adapter une pièce de théâtre, celle de Peggy Weibling, elle-même adaptée d'un roman de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Rapidement, le projet se met en place et comme prévu, Lugosi est contacté pour jouer le rôle titre. Mais après de multiples négociations, ce dernier refuse prétextant qu'il ne souhaite pas jouer un personnage presque muet. Mais si Lugosi ne peut pas incarner la créature, alors qui le pourrait ? Par choix et afin de conserver l'univers du film après sa sortie, l'identité de l'acteur fut dans un premier temps tenue secrète par Universal.
1m85, visage anguleux et comme le voudrait la légende, un point d'interrogation au générique. Les seuls indices laissés au spectateur en fin de film. Quoi qu'il en soit, ce dernier est un triomphe complet. On acclame notamment l'univers horrifique que le film développe à merveille. Assez troublant sachant que James Whale fut envoyé au front en 1916 et revint très marqué de cet épisode dramatique. Beaucoup de cinéphiles analysent ainsi son talent pour l'horreur. Mais le mythe Frankenstein ne faisait que commencer. Après la sortie du film, tout le monde cherche à percer son mystère. Qui pouvait bien se cacher derrière le masque de la créature ? La réponse sera donnée dans le second opus de la saga, sorti en 1935. La fiancée de Frankenstein. Au générique, on y découvre bel et bien un homme derrière le masque, Boris Karloff. Né le 23 novembre 1887 en Angleterre, il immigre très jeune au Canada, où il débute sa carrière en tant qu'ouvrier agricole, tout en rêvant d'Hollywood. Il commencera sa carrière d'acteur en 1916 en faisant de la figuration, mais décrochera plus tard des petits rôles comme dans The Masked Rider, The Prince and Betty ou encore Le Dernier des Mohicans. Mais le véritable succès, il le connaîtra avec le genre de l'horreur, un masque qui lui collera à la peau toute sa carrière, malheureusement bien malgré lui. Qualifiant le genre de l'horreur comme secondaire et ses prestations minimes, il déclarera même à propos d'une de ses épouses que celle-ci avait bon goût car elle avait vu très peu de ses films. En effet, après le succès de ces deux films d'épouvante, soit Dracula et Frankenstein, la Universal décide de mettre en place un projet sur le long terme. La création d'un univers à part entière réparti sur plusieurs films, les Universal Monsters. Une idée qui viendrait directement du directeur général d'Universal, une idée qui se paierait même le luxe d'avoir inventé les crossovers, ces rencontres entre plusieurs personnages d'un même univers, comme dans La Maison de Frankenstein ou encore La Maison de Dracula. Deux films faisant affronter les monstres entre eux, comme quoi Marvel Studios et le MCU n'ont pas tout inventé. Et pour lancer cette série de films, Universal offre la réalisation de leur prochain projet à Karl Freund, un réalisateur qui connaît bien la caméra de l'horreur, puisqu'il a travaillé en tant que directeur de la photographie lors du tournage du premier Dracula. Pour son film, Freund imagine une histoire de pharaons, de momies et d'explorateurs. Bien que sûrement influencé par les expéditions d'Howard Carter, le scénario de son film n'est pas tiré d'un quelconque roman ou d'une pièce de théâtre, ce qui mérite d'être souligné car assez rare pour l'époque. Pour incarner la momie, Freund pense tout de suite à Karloff. Et une fois de plus, le choix est parfait. Nos yeux ne peuvent se détacher de Karloff à chaque seconde où ce dernier apparaît à l'écran. Where are we? This is my bed. But this is not the temple, nor my father's palace. Do not look, Anxenhamen. Do not be afraid. Plus qu'un film d'horreur racontant le réveil d'un pharaon 3700 ans après sa mort, La Momie raconte une histoire d'amour impossible entre le monstre et son antique bien-aimé qu'il cherche à faire revivre dans le corps du personnage d'Hélène. Pure merveille des productions Universal, La Momie nous rappelle le Nosferatu mentionné en début de vidéo. En effet, comme son prédécesseur, le film réussit l'exploit de créer de la compassion pour un être étant pourtant le méchant du film. Humaniser les monstres explique peut-être une part du succès des films de la Universal. Un succès qui sera récompensé avec plusieurs suites à ces films mythiques. Dracula en connaîtra deux, La fille de Dracula en 1936 et Le fils de Dracula en 1943. Frankenstein quant à lui en possède trois, La fiancée de Frankenstein de 1935, Le fils de Frankenstein de 1939 et enfin Le spectre de Frankenstein de 1942. La momie, elle, détient le record avec 4 adaptations. La main de la momie en 40, La tombe de la momie en 42, Le fantôme de la momie en 44 et La malédiction de la momie, sortie la même année. Bien que ces films restent bons, voire très bons pour certains, on notera que les réalisateurs et les acteurs d'origine ne sont pas toujours présents, provoquant une chute dans la qualité de certains films. Peut-être financé par Universal dans le but de toujours augmenter ses recettes, jouant parfois plus sur la quantité que sur la qualité. En parallèle de ces suites, le studio financera la production de L'Homme Invisible, dans un genre plus science-fiction qu'horreur pure, mis en scène par quelqu'un dont on a déjà parlé, James Whale, qui devient un véritable maître du macabre. Suite au succès de L'Homme Invisible, notamment dû à des effets spéciaux fantastiques pour l'époque, il sera décliné en plusieurs suites, suivant le même schéma que ses prédécesseurs. Plus tard, en 1941, on aura également le droit à une excellente adaptation du conte du loup-garou, qui passera un peu à la trappe malgré un scénario et une adaptation mythique de Lon Chaney Jr. On notera également l'arrivée du fantôme de l'opéra de 1943, reprenant un film français de 1925, là encore inspiré d'un livre de Gaston Leroux, à un détail près. L'histoire est issue d'une légende urbaine qui circulait dans le Paris des années 20, mêlant fantômes masqués et histoire d'amour tragique. Une occasion pour Universal de mêler horreur et comédie musicale dans leur tout premier film en couleur.
Mais quand tout le monde pensait que les Universal Monsters avaient fait leur temps, apparaît mon préféré d'entre tous. La créature du lagon noir de Jack Arnold. Un scénario original et frais puisque tourné en partie sous l'eau, l'un des deux acteurs, Riku Browning, étant un champion de plongée sous-marine, capable de retenir sa respiration pendant plus de 5 minutes. Il se chargea donc des prises de vue de la créature sous l'eau et son confrère Ben Chapman se chargeait lui des scènes à l'air libre. Un scénario où la créature est la victime des hommes, véritable monstre du film. On notera justement que le mot monstre n'est plus utilisé pour ce film, le mot créature lui correspondant beaucoup plus. Une créature qui là encore attire la pitié des spectateurs, décidément la signature des bons premiers films d'horreur. Le film eut un succès fou, souligné de plus par la distribution en 3D du film, une première pour le cinéma. Puisqu'Universal oblige, la créature connaîtra 2 suites, La revanche de la créature en 55, toujours par Jack Arnold, et La créature est parmi nous de 58. 2 films relativement bons, mais sans conteste inférieurs à leurs prédécesseurs. La véritable suite, bien que non officielle, sera dévoilée en 2017 en reprenant le design de la créature dans une histoire d'amour là encore impossible, ou presque. Lorsqu'Universal popularise le genre de l'horreur, les États-Unis entrent dans la Grande Dépression. Et lorsque ce dernier se développe, le monde rentre dans la Seconde Guerre mondiale. Dans les 2 cas, le public endure une période de tristesse et d'horreur quotidienne. Le cinéma d'horreur ne pouvait que naître à cette période. Lorsque Frankenstein pousse la fillette de la rivière, scène originellement censurée du film, il provoque un cercle vicieux. Un enchaînement du toujours plus de violence, toujours plus d'horreur. Un cercle vicieux qui, au vu de certains films d'horreur qui sortent aujourd'hui, a dépassé toutes les limites imaginables. Peu après la saga du Lagon Noir, Universal lèguera leur monstre à leur concurrent direct, la Hammer. Le contrat avec la Hammer signe la fin totale d'un univers qu'avait réussi à créer Universal. La Hammer propose des films avec des monstres et des transformations toujours plus gore dans le but d'être toujours plus gore, ou encore avec un manque de scénario cruel, des visual effects qui se veulent plus réalistes, mais qui au final font perdre toute la saveur du film. Tant d'erreurs qui vaudront au studio le surnom de Rated X, les classés X, cherchant à tout prix à obtenir l'authentification X pour s'attirer un public bien précis. Les monstres au cinéma naissent et meurent avec Universal. Même d'un point de vue d'épouvante pure, les Universal des années 30-40 sont nettement supérieurs aux autres adaptations auxquelles les monstres auront le droit plus tard. Le Nosferatu originel, porté par la terrifiante musique d'époque, est 100 fois plus terrifiant que n'importe quel film de la Hammer. Sûrement dû à un style noir et blanc, et de vrais costumes réalisés à la perfection. À ce propos, une armée de maquilleurs vit le jour avec les Universal Monsters. À leur tête, Jack Pierce et Burst Westmore, pour ne citer qu'eux, inventant des techniques toujours utilisées aujourd'hui. Aujourd'hui, les Universal Monsters ont une place cruciale dans la culture américaine. Il suffit de regarder le dernier post Instagram de Kylie Jenner où elle propose un costume très fidèle de la femme de Frankenstein pour comprendre l'influence que les monstres de la Universal ont toujours aujourd'hui. Can I have a job application? I brought my own spatula. I called earlier, but I hung up because I was nervous. Do you have references? Wait! If that was you on the phone and you on the bus, then who was flickering the lights? Nosferatu!